Bonsoir, retour en direct après quelques problèmes techniques. Bienvenue dans le journal de la rédaction de TV78. Nous sommes le mercredi 16 septembre. Voici les titres de cette édition. Départ direction l'espace programmé en décembre, l'UVSQ-SAT réalisé par le LATMOS sera mise en orbite par la fusée Falcon 9 de SpaceX. Ce nano-satellite est en ce moment en phase finale d'intégration et de test à l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et nous avons pu suivre ses préparatifs. Les journées européennes du patrimoine arrivent, c'est le week-end prochain. Pour l'occasion, Poissy rouvrira sa maison de fer, laissée à l'abandon depuis plusieurs années. La bâtisse atypique datant de 1896 a été entièrement reconstruite. Et puis la page consacrée à la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Premier tour au programme dimanche 20 septembre. 11 candidats sont en lice, parmi eux Pierre Luce pour la République En Marche, il est notre invité. Et puis un peu de magie à la fin de cette édition, je vous le disais, avec les 20 ans de la Gazette du Sorcier, le célèbre journal autour de l'univers d'Harry Potter fêtait ses 20 ans à Thoiry, c'était le week-end dernier. Dans l'urgence climatique actuelle, une équipe de 13 chercheurs du LATMOS a développé un satellite miniature. Le lancement est prévu depuis la Californie pour la fin de l'année via la fusée Falcon 9 de SpaceX. L'instrument est pour l'heure en phase de test à Guyancourt. Les précisions de Justine Brasier. UVSQ-SAT, c'est une mission dédiée à l'étude du climat et aux relations Soleil-Terre. Elle devrait permettre de mesurer les flux au sommet de l'atmosphère. Le lancement de ce nano-satellite est prévu en décembre 2020. On travaille avec la société SpaceX et on utilisera le lanceur Falcon 9. Donc on va être mis en orbite depuis la base américaine de Vandenberg, c'est une base militaire. À peine plus grand qu'un Rubik's Cube, il contient une dizaine de cartes électroniques. Ce satellite est équipé de plusieurs petits capteurs miniaturisés. Donc ici, vous pouvez observer le petit carré noir et le petit carré blanc. Donc ce sont des petits détecteurs infrarouges. Donc ils sont associés à des technologies de pointe comme des nanotubes de carbone. À partir de ces petits détecteurs, on va pouvoir mesurer tous les flux au sommet de l'atmosphère. Le nanosatellite est entré en phase de test. Les essais fonctionnels sont terminés désormais. On entre en essai d'environnement, donc on doit valider que notre satellite ne va pas être cassé durant les vibrations, pendant le lancement évidemment. Donc on a des essais de vibration. Ensuite on va devoir faire des essais de température. C'est pour vérifier que notre satellite va tenir à l'environnement thermique en orbite. Il faut savoir que dans l'espace, la température est de 4 Kelvin, c'est-à-dire moins 269 degrés Celsius. Objectif, réaliser tous les essais à Guyancourt, notamment des tests thermiques qui vont recréer l'environnement spatial. On va avoir la cuve dans laquelle le satellite va être plongé, qui va représenter l'espace. Et ensuite, on a donc cette plaque-là qui va représenter la Terre. Donc elle va être chauffée à la température qui représente la Terre, c'est-à-dire moins 20 degrés. Et ensuite, on a cette plaque-ci qui va représenter le Soleil. Et donc, elle va être chauffée à environ 50 degrés. Au total, l'UVSQ-SAT représente un budget de 2 millions d'euros. Le LATMOS qui travaille également sur les planètes du système solaire, notamment Vénus qui fait l'actualité en ce moment. La vie existe-t-elle sur place? C'est en tout cas l'hypothèse avancée par les chercheurs de l'université de Cardiff. Interview express au micro de Mickaël Elmidoro. Alors, il faut bien voir que la nouvelle qui a été annoncée, c'est la détection d'un gaz qui s'appelle la phosphine et qui, sur Terre, est connu pour être produit par des bactéries, notamment dans des environnements un peu hostiles, sans oxygène. Donc, la présence de vie à ce stade, il est beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Il faut d'abord, confirmer que ce gaz est bien présent avec d'autres méthodes, parce qu'on est vraiment au bord de ce qu'on peut faire en termes de technique de détection. Et deuxièmement, bien vérifier qu'on ne peut pas produire ce gaz autrement que par de la biologie. Ce gaz, normalement, est censé être instable dans l'atmosphère de Vénus, vu les conditions qui y règnent. Et donc, si sa présence est confirmée, il va falloir vraiment trouver une explication pour pouvoir le faire. Ça peut être éventuellement des émissions volcaniques, ça peut être des réactions chimiques au passage des éclairs dans les décharges, dans les orages. Ça peut être des choses qu'on n'imagine pas encore. En tout cas, il va falloir vraiment faire l'inventaire complet avant d'envisager l'hypothèse biologique. Alors, l'ATMOS a une longue histoire de l'étude de Vénus qui a commencé dès le début des années 2000 avec une sonde européenne qui s'appelait Venus Express sur lequel un instrument qui s'appelait SPICAV a été fabriqué par le laboratoire prédécesseur du LATMOS qui s'appelait à l'époque le service d'aéronomie.
Et donc cet instrument fonctionnait jusqu'en 2014 lorsque la sonde s'est écrasée sur la planète Vénus à la fin de sa durée de vie. Et actuellement, il y a plusieurs projets de mission spatiale de retour vers Vénus sur lesquels l'Atmos est impliqué, européenne, indienne, etc. L'actualité, c'est aussi bien sûr cette crise sanitaire du coronavirus avec un mot d'ordre, porter un masque comme mesure barrière. La France n'est plus dépendante de la Chine pour ses protections, a affirmé le gouvernement fin août. À Rambouillet, une production de masques 100% français a été lancée. 1000 commandes par semaine qui profitent directement aux entreprises du territoire du Sud-Yvelines. Le reportage de Marie Paneutra. Il y a un mois, cette entreprise basée à Rambouillet a commandé quelques milliers de masques 100% français. La vingtaine de salariés les a essayés et les a tout de suite adoptés. C'est agréable à porter et c'est moins contraignant que les... Enfin, il y a moins de gêne que les autres masques au niveau de la peau, surtout, ça irrite moins. Le dirigeant mise sur la qualité et préfère payer ses masques plus chers pour davantage de confort. L'autre intérêt, acheter français. C'est évident qu'il faut prendre une production française. Moi qui est moi-même en plus agriculteur, si je ne mets pas en avant la production française, ça serait un peu décevant. Tout le matériel utilisé est fabriqué en France, à l'exception de la barre de nez. Pour faire fonctionner la machine, 2 salariés ont été embauchés. À l'origine de cette initiative, l'envie d'aider. Les proches des fondateurs travaillent dans le milieu médical. Il n'était pas question de laisser ces personnes qui nous sont chères au contact du virus sans chercher à faire quelque chose. On se sentait un peu démunis de les voir ainsi, et il fallait qu'on réagisse, on ne pouvait pas ne rien faire. Depuis la mise en place de la machine, plus de 100 000 masques ont été vendus. Pour développer la production, d'autres embauches sont prévues très prochainement. Les masques de France sont désormais vendus au-delà de la frontière yvelinoise. À quelques jours des 37e journées européennes du patrimoine, découverte de cette bâtisse atypique du 19e siècle, la Maison de Fer s'apprête à renaître à Poissy. Longtemps abandonné et en ruine, le site rouvrira samedi après 2 ans de travaux. Mélanie Poquier, Patrice Carmouze et Patrick Jacques de Dixmude. Poissy aussi a sa Dame de Fer. Cette maison atypique tient son nom des matériaux utilisés pour sa construction 100% métal. Bâtie en 1896, elle est une résidence secondaire de Georges de Coninck et de son épouse. La Maison de Fer sort de l'imagination d'un ingénieur belge. Joseph d'Orly, c'est un contemporain de Gustave Eiffel, les années 1900, l'exposition universelle. À l'époque, une maison de fer est installée ici à Poissy, sur les Hauts-de-Poissy, en face de l'hôpital et non loin des quartiers populaires. Laissée à l'abandon, la structure ne résiste pas à la tempête de 1999. Devenu une ruine, le chantier est au cœur d'une association en 2008 puis en 2011. En 2015, la reconstruction est décidée par l'équipe municipale pour en faire un lieu culturel. Elle est déplacée dans le parc Meissonnier. Un musée d'exposition permanente, l'histoire de la Maison de Fer, l'histoire du patrimoine pisséquais, mais également des expositions éphémères. Typiquement, Mécano, vous le verrez, nous a offert l'échelle 1/12 d'une maison de fer. C'est tout simplement exceptionnel. Une ouverture au public à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, visite guidée, animation théâtrale, feu d'artifice et un concert. Julien Clerc vous contera sa préférence. Et leur préférence à eux, c'est la magie. Des fans de l'univers Harry Potter se réunissaient samedi dernier à l'orangerie du château de Thoiry. Un rassemblement pour les 20 ans de la Gazette du Sorcier, le célèbre journal de la saga décliné en site internet. Nicolas Dandry et Bichente Marien Santisteban se sont glissés parmi les apprentis sorciers. Andoloris. Les apprentis sorciers sont à la fête, plus de 500 fans de la saga présents pour célébrer la 20e année du plus ancien site internet francophone autour d'Harry Potter. On raconte l'actualité du monde d'Harry Potter, des animaux fantastiques, les nouvelles sorties de livres, de films, les produits dérivés, les parcs. Mais aussi on va un peu plus loin, on fait des articles qui analysent l'univers, qui le décryptent, qui décortiquent. Me dire qu'on est parvenu à rester jusqu'à aujourd'hui, qu'on a continué à vivre, que le fandom Harry Potter est toujours là. Et que la Gazette est toujours là, c'est juste magique. Une journée en immersion à l'orangerie du château de Thoiry, au cœur de l'univers de la magie. C'est un moyen de s'échapper un peu, de s'imaginer dans un autre monde où la sorcellerie est intégrée à la vie. Et voilà, ça nous permet de rêver aussi un peu.
On peut partager des anecdotes, des choses qu'on a lues récemment, parce que l'univers est vaste. Éventuellement, on va s'amuser à chercher les incohérences et puis essayer de se chercher à qui connaît mieux tel ou tel sujet. Entre deux conférences étaient organisées également des rencontres de Quidditch, le sport du sorcier et des duels de sortilèges. C'est des principes assez simples, on part des livres, on regarde comment les gens meurent et on essaye de prévenir ça. Donc quelques mouvements d'esquive et puis derrière on apprend les mouvements basiques de baguette. Une journée dans un autre monde pour les fans à conserver précieusement dans une pancine. Et pour terminer ce journal, vous en avez l'habitude depuis quelques jours, la page dédiée à la législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. 11 candidats sont sur la ligne de départ. Vous voyez leur nom s'afficher. Un scrutin rendu nécessaire après la démission de Nadia Hay, qui est entrée au gouvernement. Elle est devenue ministre déléguée à la ville. Premier tour le dimanche 20 septembre. C'est dimanche prochain. Éventuel deuxième tour dimanche 27 septembre. Et Pierre Luce est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le référent de La République En Marche dans les Yvelines et vous avez été investi par votre parti pour être le candidat de la majorité présidentielle dans cette 11e circonscription. Je précise que c'est votre premier scrutin en tant que candidat. Vous étiez déjà dans La République En Marche depuis 2016. Vous militez au sein du parti depuis 2016. Du coup, pourquoi devenir candidat cette fois-ci? Pourquoi porter cette candidature? C'est la suite logique de mon engagement, à la fois en termes de politique nationale, où j'ai suivi avec attention ce qui s'est passé depuis 2017, et aussi de mon engagement local, puisque c'est sur la 11e circonscription que j'ai commencé, que j'ai fait mes débuts politiques en 2016. Alors c'est une circonscription sous la bannière de La République En Marche depuis 2017, avec aujourd'hui tout de même un contexte différent. Il n'y a plus cette vague En Marche que l'on avait observée en 2017. La cote du président de la République n'est pas aussi forcément au plus haut. Est-ce que votre parti a les moyens aujourd'hui de conserver cette 11e circonscription? Oui, vous savez, quand on discute avec les habitants, quand on fait du porte-à-porte ou quand on les rencontre sur les marchés, on se rend compte qu'en fait, ils sont assez attentifs en fait, à la politique qui a été mise en place depuis 2017. Ils la soutiennent, ils sont conscients des difficultés qu'on rencontre et ils savent à qui les attribuer, ils savent que le président de la République, le gouvernement, ne peut pas être tenu responsable de tous les problèmes et ils reconnaissent les efforts qui sont faits depuis 2017. Alors c'est une circonscription où Nadia était députée depuis 2017. Elle a démissionné puisqu'elle est entrée au gouvernement. Son suppléant Moussa Warous a été empêché puisqu'il est en ce moment visé par une enquête pour trafic de drogue international. Quel regard vous portez sur ces 3 ans passés par Nadia Hay dans cette circonscription, cette 11e circonscription? Écoutez, je pense que sa situation aujourd'hui parle d'elle-même. Elle a fait un travail très poussé sur la politique de la ville, que ce soit au niveau national à l'Assemblée et au niveau local, où on peut voir que beaucoup de projets et de dispositifs nationaux ont pu être appliqués, notamment à Traves. Je parle du dédoublement des classes, je pense aussi à la cité éducative ou au programme Action Cœur de Ville qui ont bénéficié à sa construction. On a reçu plusieurs candidats sur ce plateau qui nous disaient ne pas avoir vu la députée pendant ces 3 ans de fonction. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'elle était absente pendant ces 3 ans? C'est un peu facile en fait. Il y a énormément de monde qui ne voit jamais son député, énormément de monde qui ne peut pas le citer. Je pense qu'il faut élever un peu le débat et voir quel a été le bénéfice pour la circonscription et pas se demander si un tel ou un tel l'a vu. Alors, lorsque vous avez annoncé votre candidature en juillet, dans le reportage qui avait été diffusé sur TV78, vous disiez être avant tout un homme de terrain. C'est ça que vous voulez mettre en avant aujourd'hui? C'est la priorité pour vous, c'est d'être cet homme de terrain? Écoutez, moi, il me tient à cœur de défendre un projet que je sais juste parce que je vis au quotidien la même chose que la majorité des Français. Je vais travailler, le matin je prends le train, je ne suis pas un professionnel de la politique. Vous êtes ingénieur en informatique, j'ai exactement, je suis ingénieur, je ne suis pas un énarque, je n'ai pas fait d'études en sciences politiques, je ne défends pas une idéologie qu'on m'a appris, je défends une amélioration de la vie quotidienne des Français, je défends l'envie de redonner un peu foi en l'avenir pour nos enfants, pour nos anciens, parce qu'au quotidien, j'ai besoin de ça. Et donc j'ai envie de transmettre cette foi en l'avenir que je sens meilleure grâce au programme que je défends. Les sujets phares qu'il faudra porter à l'Assemblée nationale, on pense forcément à cette crise sanitaire. Est-ce qu'il y en a d'autres en cette rentrée parlementaire? Écoutez, dans cette rentrée parlementaire, évidemment, l'actualité va être très chargée avec le plan de relance qui va être intégré dans
le projet de loi de finances qui va être débattu d'ici la fin de l'année. Il y a évidemment aussi d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Je pense notamment à une proposition de loi sur l'inclusion par l'insertion par l'activité économique, et qui va notamment permettre d'étendre les territoires zéro chômeur de longue durée. Il y a aussi le projet de loi sur la simplification administrative, qui va permettre en fait à tout le monde de bénéficier de procédures plus rapides, plus simples. On est toujours un peu désespéré quand on voit en France la longueur de certaines procédures. Je pense notamment, on en a parlé dans l'actualité très récente, des difficultés pour faire évacuer les squatteurs de son domicile. Ça sera beaucoup plus rapide maintenant, puisque le préfet pourra en 24 heures faire évacuer n'importe quelle résidence secondaire ou principale qui est squattée. Et le Premier ministre Jean Castex a dit hier que l'urgence était aussi à la mobilisation unitaire. Beaucoup de parlementaires ont pu quitter le groupe de La République En Marche depuis 2017. Il y avait 314 députés en 2017, il y en a aujourd'hui 275. La priorité, c'est aussi qu'il y ait cette unité au sein du groupe. Vous savez, l'ensemble des députés de La République En Marche s'est constitué, s'est agrégé d'origines politiques différentes, de certains issus de la société civile. C'est normal qu'au bout de quelques années, après avoir pris ses marques, après avoir travaillé le fond, on puisse se découvrir des tendances plus proches d'autres groupes et les rejoindre. Mais ce que je remarque, c'est que tous restent dans une dynamique de soutien de la majorité présidentielle. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est plus difficile d'aller à la rencontre des électeurs avec le contexte de crise sanitaire actuelle ? C'est forcément plus difficile, il faut prendre des précautions. Par exemple, nous, on n'a pas organisé une réunion publique, on n'a pas trouvé ça très responsable, d'autant plus que la plupart du temps, on réunit des personnes qui nous soutiennent déjà, on réunit des grands pontes qui viennent s'auto-congratuler et taper sur l'adversaire, mais qui au final proposent rarement des choses et qui ne convainquent personne, puisque tout le public est militant. Donc je préfère aller frapper aux portes et parler aux gens dans les marchés, dans la rue. Merci Pierre Luce, voilà, merci candidat de La République En Marche dans la 11e circonscription des Yvelines pour cette législative partielle. Premier tour dimanche prochain, c'est le 20 septembre. Et je vous le disais, 11 candidats qui sont en lice dans ce scrutin. Présentation à présent de Kamal Benmarouf qui porte la candidature sans étiquette République par réseau. Pourquoi pas ? Pourquoi pas être candidat ? Ce qui m'a convaincu, c'est le traitement qui a achevé de me convaincre, c'est le traitement actuel de la pandémie par l'État. C'est ce grand Jacques a dit, ce grand Emmanuel a dit, un jour on porte les masques, un jour on ne le porte pas. Et de voir qu'en toile de fond, l'appauvrissement du peuple se poursuit, les libertés individuelles reculent et les divisions soi-disant identitaires s'aggravent. C'est le spectre de la guerre civile. Tout cela, à mon avis, mène à l'effondrement de la Ve République pour les mêmes raisons que pour la 4e, le régime des partis. Mais je me demande si cette fois-ci, ce n'est pas la République tout entière qui va y passer. Ce sont d'abord des principes. Il est possible que le clivage droite-gauche ait disparu. Mais cette disparition ne fait que révéler un clivage essentiel et qui a peut-être de tout temps existé. C'est celui de la compétition entre les intérêts particuliers, la guerre de tous, contre le rassemblement, le nécessaire rassemblement pour l'intérêt général, la République indivisible et sociale. C'est ce rassemblement-là que je veux porter, parce que je pense qu'il n'y a que ça qui puisse nous tirer du péril dans lequel notre peuple est enfoncé désormais. Eh bien parce que d'abord je suis un candidat hors parti, alors je ne sais pas si ça fait de moi un meilleur candidat ou un moins bon candidat, chacun jugera. Ça fait de moi un citoyen de la République, qui parle à tous mes concitoyens, mes égaux. Je veux, comme député, pouvoir rassembler tous mes concitoyens, non seulement dans la 11e circonscription, mais au-delà dans la nation, et je voudrais que tous les députés puissent faire de même pour poursuivre tout simplement notre histoire commune, celle de notre nation. Sur le terrain, je veux être un député qui traque tous les manquements des services publics, qui œuvre à une coopération générale entre les associations, seule véritable alternative à l'effondrement des institutions, c'est-à-dire de reconstruire la République par le bas. Et à mon avis, c'est à cette condition, et cette condition seulement, que la France demeurera notre épopée. J'en suis convaincu. Et sachez que les candidats de ce scrutin dans la 11e circonscription débattront de leurs idées au cours d'une émission, un débat à retrouver dès demain à partir de 20h sur TV78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée à tous sur TV78.